Bonjour, voici le cours de mécanique cinématique M2103 et le chapitre 2. Donc précédemment dans la dernière vidéo, vous avez vu le rappel sur les opérations sur les vecteurs, rappel purement mathématique. Et maintenant, deuxième rappel sur des outils mathématiques encore une fois, mais qui vont nous servir pour repérer nos objets dans l'espace, donc la définition des référentiels et des outils de repérage. Donc dans ce chapitre, nous allons voir les repères que vous connaissez déjà, donc le repère cartésien, le repère cylindrique et le repère sphérique. On va voir comment changer de repère, quels sont les paramètres qui rentrent en jeu dans le changement de repère, et ensuite on va s'intéresser à la partie mécanique, c'est-à-dire comment décrire un système dans ces repères-là. Tout d'abord un premier exemple, donc un premier exemple d'un bateau qui passe sur la Manche. D'un côté un photographe français, de l'autre côté un photographe anglais. Et les deux personnes prennent la photo de ce même bateau et obtiennent leur photo. Une fois qu'ils ont leur photo, l'anglais peut dire voilà, le bateau est en train d'aller vers la droite. Quand on se met du côté français, on regarde la photo et on dit le bateau va vers la gauche. Donc là, en regardant tout ça, on se dit pourtant c'est le même bateau et il va dans la même direction, dans le même sens. Donc l'analyse devrait être la même. Donc en mécanique, il faut faire très attention. Si on n'a pas le même point d'orientation, si on n'a pas la même orientation, si on n'a pas le même point d'observation, si on n'a pas la même orientation, on peut conduire à des conclusions différentes. Pourtant, les conclusions doivent être les mêmes. De la même manière, si l'anglais mesure la vitesse du bateau, il va dire on est à 13 miles par heure. Et du côté français, on va dire il est à 21 km/h. C'est bien la même vitesse, sauf que les unités ne sont pas les mêmes. Donc on a besoin de référentiels et de repérages identiques pour pouvoir bien communiquer ensemble. Donc tout ça, ça va s'appeler avoir un référentiel commun d'espace et de temps. Donc on va avoir besoin de repérer les objets dans l'espace et pour pouvoir repérer les objets dans l'espace, il va falloir se servir de trois dimensions et donc pour définir les trois dimensions, on va tout d'abord associer à ces trois dimensions trois vecteurs. Donc on va prendre trois vecteurs non nuls et non collinéaires de A2, on va les assembler entre eux et on va dire que ça représente ce qu'on appelle une base. À partir de là, on peut définir l'espace. Il nous manque une petite information, c'est-à-dire un point originaux. Et donc là, si on ajoute une base plus un point, on construit un repère qui va se noter A, E1, E2, E3. Et à partir de ce repère-là, on va pouvoir repérer les objets dans l'espace. On pourrait prendre des vecteurs quelconques, mais on s'est rendu compte qu'en prenant des vecteurs perpendiculaires de A2, donc E1 perpendiculaire à E2, E1 perpendiculaire à E3 et E2 perpendiculaire à E3, on va avoir des facilités de calcul, et donc c'est pour ça que souvent on prend les repères perpendiculaires les uns aux autres. On va ajouter une autre information, c'est que la norme de chacun des vecteurs va être égale à A1. Donc en faisant ces deux opérations, on va définir des repères qu'on appelle orthos, parce qu'ils sont perpendiculaires entre eux, normés, parce que la norme de chacun des vecteurs qu'on a choisi est égale à 1. Cette opération-là fait que les angles ne vont plus apparaître dans les calculs, tout simplement parce qu'on a choisi des angles à 90 ou à pi sur 2 entre les vecteurs, et les normes de ces vecteurs-là n'apparaîtront pas non plus, puisqu'elles sont égales à 1, on ne les verra pas. Et ensuite, dernière chose qu'on fait, c'est qu'on va dire que si on se déplace de 1 vers 2 vers 3 ou de x vers y vers z, on va plutôt le faire dans le sens direct. Ça permettra d'avoir une convention de signes intéressante. Alors pour opérer un repère direct, deux solutions, soit celle que vous connaissez et que les profs utilisent la plus souvent, c'est la règle de la main droite, et donc vous disposez votre pouce, votre index et votre majeur suivant la photo ici, et vous dites tout simplement sur la main droite, le X ça va être le pouce, le Y l'index et le Z le majeur, et dans cette représentation-là, quand vous tournez de X vers Y, vers Z, vous êtes dans le sens direct. Donc si vous arrivez à repérer un repère direct
sur cette chose-là, ben, utilisez ça. Mais souvent, il y a des petites ambiguïtés, la position du majeur par rapport à l'index, la main droite, la main gauche. Donc il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec ça. Ben, je vous propose de vous dire, ben, j'ai une feuille A4 devant moi. Je la pose sur la table, et tout simplement, si je la pose sur la table en mode portrait tel qu'elle est représentée ici, ben, tout simplement, l'horizontale, ça va être X. La hauteur de la feuille, ça va être Y, et la perpendiculaire à la feuille, ça va être Z. Et là, comme ça, vous avez un repère X, Y, Z vers vous, qui est un repère orthonormé direct. C'est cette manière-là de repérer les repères directs que j'utilise moi. Faites comme vous voulez. Le tout, c'est que quand vous voyez un repère qui est écrit sur un énoncé, sur un exercice ou sur un système, c'est de vite repérer est-ce qu'il est direct ou pas. De temps en temps, certaines personnes ont tendance à oublier de les mettre dans le sens direct. Nous, à l'IUT, on essaye de les mettre toujours dans le sens direct. Voilà, maintenant, on a des repères différents et on a parlé du repère cartésien. Alors, pourquoi repère cartésien? Ben, tout simplement parce que ça vient de Descartes. Hein. Donc, cartésien ne vous informe pas de comment il est construit. Alors, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Ben, tout simplement, il est construit avec x, y, z orthonormés direct. Et donc, quand on va repérer la position du point M, maintenant le point M, je l'ai associé à un drone. Je vais dire que c'est peut-être son centre de gravité, ce point-là. Ben, tout simplement, pour repérer la position du centre de gravité de ce drone, je vais me servir d'un paramètre petit x qui va être ici, qui va correspondre à la distance entre le centre du repère et le point M, mais selon x. Petit y qui va représenter cette distance-là, qui va correspondre à la distance entre le point O et le point M suivant la direction y. Et petit z qui va correspondre à la distance entre le point O et le point M suivant la direction z. Donc x, y, z seront les paramètres de position du point M dans le repère O, x, y, z qui est un repère cartésien. Donc dans ce repère-là, j'ai défini trois paramètres qui, si mon drone est en train, dans le temps, de faire un vol, fait que le point M va bouger dans le temps. Et donc les trois paramètres qui vont décrire le mouvement, ça va être x dépendant du temps, y dépendant du temps et z dépendant du temps. Maintenant, il existe d'autres repères et on a défini le repère cylindrique. Alors le repère cylindrique, tout simplement, il va être défini à partir d'un vecteur qu'on appelle R. Et donc là, j'ai reporté le repère cartésien x, y, z. Et j'ai mis le repère cylindrique qui va être défini par le repère R et l'axe Z. Donc ça, c'est le repère cylindrique. Et ce repère cylindrique, bah, tout simplement, vous pouvez l'attacher à une grue et dire par exemple l'axe vertical de la grue c'est Z et l'axe du bras de la grue ici, je vais lui donner l'axe Z. Une fois que j'ai fait ça, bah, tout simplement, ça va être plus facile pour l'objet grue de représenter les mouvements de la grue dans ce repère cylindrique. Et ce repère cylindrique, tout simplement, pour le repérer par rapport au cartésien, il va falloir mettre l'angle qui existe entre x et r. Donc dans le repère cylindrique, je vais dire mon point M, il est à une position r, c'est-à-dire la distance qui est de là à là, que je retrouve ici, je l'ai reporté là, hein. Donc la distance qui est de là à là, je l'ai sur r, et une distance z qui correspond ici à l'altitude du point M. Donc j'ai deux paramètres ici, sauf que derrière, il y a un troisième paramètre, c'est quelle est l'orientation de R par rapport à X. Donc, dans le repère cylindrique, j'ai que deux paramètres pour exprimer la position de mon point M, sauf que R est un axe qui bouge en fonction du temps, et il bouge comment? En fonction de θ. Donc, là, je vais décrire mon mouvement dans l'espace à partir de trois paramètres, la valeur de R, la valeur de Z, et la position de R, la position angulaire qui va être définie par θ. Donc au final, quand je fais le changement de repère depuis ce repère cylindrique vers le repère cartésien, je vais faire des projections de R en cosinus θ, comme on l'a appris dans le chapitre précédent, pour trouver la projection de R sur X. Je fais la projection de R sur Y et je trouve sinus θ. Et donc je retrouve bien les trois paramètres R, θ, R, θ, ça en fait 2, et Z, qui décrivent
la position de mon point M dans le temps. Ce repère cylindrique, on l'utilisera dans certains exercices puisqu'il a l'avantage, pour tout ce qui est pièces de forme cylindrique ou mouvements qui décrivent un cylindre, d'être plus simple pour l'écriture des paramètres. Un autre qui existe, c'est le repère sphérique. Donc bien sûr, de par son nom, on comprend qu'il va nous servir dans les objets qui sont de forme sphérique ou dans les mouvements qui suivent une sphère. Donc là, tout simplement, dans le repère sphérique, on dit, ben voilà, le point M ici de mon avion, il est repéré par rapport à O, suivant une direction que j'appelle R, et la distance entre O et M ici, je l'appelle R. Donc je me retrouve ici avec la description de mon point M comme R porté par le vecteur R. C'est très simple dans les coordonnées sphériques. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? Ben, cette longueur R peut être plus ou moins grande, mais ce vecteur R, il peut bouger dans l'espace. Et ce vecteur R, lui, il va être décrit en position par rapport à X, Y et Z par les angles φ et θ. Donc je vais avoir intrinsèquement φ dépendant du temps, θ dépendant du temps, φ dépendant du temps. Quand je fais la projection de ça sur le repère cartésien, je vais me retrouver avec R sinus θ cosinus φ porté par X, R sinus θ sinus φ porté par Y, et R cosinus θ porté par Z. Ce repère-là, on l'utilisera un petit peu moins, voire quasiment jamais dans les TD. Donc il faut juste savoir qu'il existe et que dans de la méca un petit peu complexe, il peut rendre service et on peut l'utiliser. Voilà. Pour ce repère-là, on a également 3 paramètres qui décrivent le mouvement. Maintenant, si je veux repérer la position d'un objet dans l'espace, je vais repérer tout simplement mon objet dans l'espace à partir de son centre de gravité. Donc je vais avoir 3 paramètres qui vont correspondre à de la translation. Et ensuite, si je veux repérer l'orientation de cet objet dans l'espace, il va falloir que j'utilise 3 rotations. Donc 3 translations autour de X, 3 translations suivant X, Y, Z, et 3 rotations autour de X, Y, Z. Une fois que j'ai fait ça, ces 3 translations-là pourront me dire ben, le point il est ici ou il est ici. Et ensuite, quand j'aurai donné ces 3 rotations-là autour de X, Y et Z, ben, je pourrais dire le drone est orienté suivant Y, ou alors à 30 degrés suivant Y, 20 degrés suivant X, etc., etc. Et donc je pourrais donner exactement la position de l'objet dans l'espace. Si maintenant je me mets en 2D, donc ici une voiture vue de dessus en train de prendre un virage, ben donc je me rends compte que j'ai un repère rouge qui est attaché au sol. Donc il est attaché au sol comment? Ben, X dans cette direction-là, Y dans celle-ci, donc XY c'est la feuille que vous avez devant vous, et Z est perpendiculaire à nous. Maintenant la voiture elle se trouve en ce point-là, donc je prends son centre de gravité, et je dis la voiture se trouve sur une distance X dans la direction X, et une distance Y dans la direction Y. Donc là j'ai pris 2 paramètres pour dire ma voiture est ici. Et puis ma voiture, là je vois qu'elle a une direction principale qui est là. Je dis bah, tout simplement la direction principale, je vais l'appeler YV. La perpendiculaire, ça va être XV. Et face à nous, on va retrouver ZV. Ben donc là, je peux indiquer une rotation de la voiture par rapport à X ici. Et donc là, je vais dire bah, tout simplement en définissant la valeur de X qui me donne la position du centre de gravité suivant X, en définissant la valeur de Y qui me donne la position du centre de gravité que j'ai appelé M ici suivant Y, et en définissant la valeur de θ qui ici doit être proche de 30 degrés, j'ai donné tous les paramètres pour décrire la position de la voiture. Donc pour décrire un paramétrage 2D d'une position, j'ai besoin de 3 paramètres. Dans l'espace, j'en avais besoin de 6. Dans le plan, j'ai besoin que de 3 paramètres. Ici, si je reprends mon drone dans l'espace, ben je prends, comme précédemment, un repère rouge attaché au sol. Je prends un repère que j'ai appelé D et qui est noir ici, attaché au drone. Et en définissant X
Y, Z, j'ai la position du centre de gravité du drone, et en définissant trois angles, psi, θ, phi, psi autour d'un axe, θ autour d'un deuxième, phi autour d'un autre, je vais définir l'orientation du drone. Avec 6 paramètres, je peux définir l'orientation d'un objet en 3D dans l'espace. Alors, les rotations que j'ai données, psi, θ et phi, sont plus difficiles à exprimer que celles que j'ai fait pour le repère en 2D. Et donc, elles sont définies ici. Donc, tout d'abord, une rotation autour de Z que j'appelle psi, qui va s'appeler l'angle de précession. Ensuite, une rotation θ qui va être autour de U, donc qui va s'appeler l'angle de nutation. Et enfin, une rotation autour de ZD, qui va s'appeler phi, et qui va s'appeler la rotation propre de l'élément. Ces angles-là s'appellent, dans certains bouquins, sont définis comme les angles de l'air. Voilà. C'est juste pour vous donner l'information sur cette appellation-là, et si vous les trouvez dans les livres, vous dire c'est pas quelque chose de totalement inconnu. Après, on ne vous demandera pas quel est le nom de cet angle-là, le nom de cet angle-là, c'est juste de la culture personnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour opérer un objet dans l'espace, il va nous falloir 3 paramètres de position x, y, z et 3 paramètres de rotation qu'on pourrait appeler psi, θ et phi. Vous avez vu que j'ai exprimé des rotations. Exprimer des rotations, on va en avoir besoin dans beaucoup de systèmes mécaniques. Donc on va faire des figures de changement de repère. Ces figures de changement de repère, on va les appeler, regardez le titre de la diapo, on va les appeler cadrans. Donc ce cadran, tout simplement, il est ici, c'est ça qu'on appelle cadran. Qu'est-ce qu'on fait? On repère le repère de base, par exemple x, y, 0. Et si on a une rotation autour de z0, dans la feuille, on va mettre z0 perpendiculaire à la feuille, et on va dire tout simplement, mon repère 1 est en rotation par rapport à 0 d'un angle alpha. Donc là, j'ai représenté l'angle alpha, et la rotation, comme elle est donnée ici, elle est en train de tourner autour de z. Donc c'est une rotation alpha autour de z. Et on se rend compte qu'ici, on a le premier repère qui est x0, y0, z0. Le deuxième repère qu'on a donné, c'est x1, y1. Et l'axe perpendiculaire qu'on pourrait nommer z1, il est égal à l'angle z0. Donc on se retrouve avec la rotation d'un repère par rapport à l'autre, et on prend toujours un des axes pour construire ce repère-là. Maintenant, si je fais la projection de x1 dans x0, je me retrouve ici, et la figure de projection me dit que la projection de x1 sur x0, c'est du cosinus. La figure de projection ici de x1 sur y0, elle se trouve ici, et je trouve du sinus alpha. Donc je peux exprimer x1 en fonction de x0 et de y0 par ces projections. Je peux ici retrouver également alpha, et dire la projection de y1 sur y0, c'est cosinus alpha, je le retrouve ici, et la projection de y1 sur x0, c'est un sinus, et comme je vais dans le sens inverse de x0, c'est moins sinus alpha porté par x0. Donc là, j'ai exprimé les projections de x1 et y1 dans le repère 0, donc je peux avoir des relations entre le repère 1 et le repère 0. Ce travail-là, on va le refaire en TD pour que vous sachiez parfaitement le faire. C'est une des règles de base pour bien comprendre la cinématique. Donc quand on a deux repères qui vont bouger les uns par rapport aux autres, ces deux repères, on va les attacher à des solides. Par exemple, le 0, il est attaché au sol, le 1, il est attaché à la voiture qui est en train de tourner. Donc ça représente bien des mouvements de solides. Mais pour faire ça, on va se positionner dans le plan orthogonal à l'axe de rotation. C'est pour ça que j'ai mis Z0 perpendiculaire à nous, parce que je voulais faire apparaître un angle alpha qui tournait autour de Z0. Le vecteur de rotation, je ne vais pas le mettre qui pointe le fond de la feuille, mais il va pointer face à nous. Et les repères doivent être directs. Donc comme précédemment, vous avez vu, là je vous ai dit X comme ça, Y comme ça et Z perpendiculaire, ça représente un repère direct. De la même manière, X1 est également un repère direct ici.
Et les angles, même si votre système peut aller jusqu'à 180 degrés, jusqu'à 150, jusqu'à 120, on va toujours représenter sur ces figures-là l'angle inférieur à 90 degrés. Et à partir de là, on aura des bonnes projections de x1 sur x0 et sur y0 et on pourra écrire les projections de cette manière-là. Pour tous les travaux qu'on va faire dans la cinématique, on va souvent utiliser les lettres grecques. Donc voilà, sur ce transparent-là, un petit peu un alphabet grec. Les lettres qu'on utilise le plus souvent sont alpha, ici, bêta, gamma, quelquefois delta, que vous trouvez ici. Epsilon, vous pouvez le retrouver. Zeta, c'est très peu souvent. Eta, vous le connaissez pour les rendements de puissance. Theta, on l'utilise pour des angles en cinématique. Ensuite, lambda et mu, c'est plutôt pour des lois de comportement en mécanique, statique plutôt. Nu également. Et pi, vous le connaissez bien sûr, rho également, sigma pour la contrainte, phi pour les angles, chi et psi. Voilà. Oméga, vous le connaissez pour les vitesses de rotation. Voilà, ce cours chapitre 2 se termine. Je vous dis à